Bonjour à tous et bienvenue dans De choses et d'autres. Dans notre émission, nous invitons des artistes et des intellectuels à nous parler de choses du quotidien, de phénomènes de société qui les interpellent, des travers, mais aussi des points forts. Aujourd'hui, nous sommes chez Mohamed Naji qui va nous parler de la place de l'intellectuel dans la société marocaine. Si Mohamed Naji, bonjour. À chaque grand événement, à chaque actualité ou fait divers, il y a une question aux allures d'accusation qui revient souvent sur les réseaux sociaux et sur les médias. Mais où sont les intellectuels? Alors, on les imagine rats de bibliothèque enfermés au milieu d'ouvrages poussiéreux ou alors dans leur tour d'ivoire en retrait, loin des choses de la société. Alors, à votre avis, je vous pose la question en tant qu'intellectuel, quelle est la place de l'intellectuel marocain au sein de la société? Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il est productif comme il se doit? Je suis dans mon bureau, je ne sais pas si on peut appeler ça une tour d'ivoire, mais je suis dans mon bureau que j'aime beaucoup. Et comme tu le vois, il y a beaucoup de livres de littérature arabe, Pas même si sûr. je suis francophone, qui ne sont pas poussiéreux. Il y a beaucoup de musique que j'adore. Bon, peut-être que c'est un univers un peu lointain du brouhaha du dehors, mais il n'empêche que dans un bureau, on travaille. On travaille et pour moi, le rôle d'un intellectuel, essentiellement, c'est d'analyser, de faire comprendre, de, 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 de faire en sorte que, ces études puissent aboutir à des projets sociaux touchant au changement social, à l'évolution de notre société. Et moi, personnellement, si je vois un petit peu ce que j'ai fait, j'ai notamment participé à briser les tabous. Lorsque j'ai étudié l'esclavage dans mes livres les plus importants, qui ont été traduits d'ailleurs dans plusieurs langues, j'ai touché à des sujets qui étaient considérés comme des sujets intouchables. Et j'ai montré, comme un certain nombre d'autres, que dans notre société, on peut avancer dans la réflexion, on peut être courageux en étant respectueux dans le cadre d'une analyse scientifique et aider à faire comprendre ce qui se passe chez nous, comment notre société évolue, quels sont les obstacles, comment il faudrait s'y prendre, etc. Et vous le savez très bien, ça c'est un problème majeur chez nous. Chez beaucoup de nos partis politiques, même de gauche, le principal défaut, c'était le manque d'intelligence de la société et l'absence de projet social. Pourquoi? Parce que l'intellectuel n'a pas été convié à remplir ce rôle qu'il a été et que sa participation a été. On a considéré que les grands slogans sur la nécessité du changement, etc., étaient plus importants que l'intelligence profonde. Donc moi, je considère que le rôle de l'intellectuel, c'est d'abord celui-là. Étudier sa société de façon approfondie, scientifique et de façon parfois courageuse. Ce n'est pas de sortir dans la rue parce que il va être comme ça un militant. Moi, je ne suis pas un militant. Mais je suis un intellectuel qui, et la lecture et l'analyse prennent beaucoup de temps. Et je considère qu'aujourd'hui, des auteurs comme le regretté Paul Pascal ont fait avancer la compréhension de notre société de façon notable. Et ils ne l'ont pas fait avancer parce qu'ils étaient dans la rue, eh bien parce qu'ils étaient sur leur terrain d'enquête, dans leur bibliothèque, dans leurs archives, etc. Donc je pense qu'il faut un peu démystifier cette idée de l'intellectuel engagé. Je pense que si l'engagement consiste à analyser l'avenir possible, les avenirs possibles de notre société, à faire comprendre les obstacles, à attirer l'attention sur les problèmes, je pense que ça, c'est un engagement. Ce n'est pas seulement de sortir crier des slogans dans la rue. Euh, je vous rappelle une chose, qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui nous parlent qui parlent comme des militants des Lumières, etc., je vous rappelle que des auteurs extraordinaires comme Diderot ne passaient pas leur temps à parler aux masses populaires. Ils fréquentaient beaucoup plus l'aristocratie éclairée, mais ils ont fait avancer l'humanité avec l'encyclopédie, avec on va pas les citer tous. Alors justement, ça c'est une question intéressante. Est-ce que finalement la place de l'intellectuel est auprès d'une minorité qui décide, qui réfléchit, qui décide, ou alors auprès du peuple qu'on devrait aussi éclairer quelque part?
Je pense que aucune position n'exclut l'autre. Un intellectuel éclairé peut être proche ou éclairer, conseiller les autorités en place, conseil utile pour le progrès du pays, de la nation, comme il peut aussi mais être près du peuple, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire travailler dans une approche d'éducation quelque part, dans une Oui, mais approche c'est toujours. didactique pour éclairer l'opinion publique, être au plus près des préoccupations du quotidien. Ben c'est ça. Être au plus près des préoccupations, c'est aider à faire comprendre, à analyser par exemple la situation de notre économique de notre pays, entre autres, à examiner le rôle de la religion, à examiner le lien entre religion et politique, toutes ces choses-là à faire en sorte, à montrer tout ce qui peut faire avancer ce pays. Je pense que c'est ça, être près de préoccupations. Ce n'est pas être simplement dans la rue, ou bien être dans des structures partisanes qui donnent de l'importance à la réflexion. Comme je vous ai dit, ça c'était une grande déficience jusqu'à aujourd'hui dans nos partis politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, il y a une grande absence de projets basés sur des réflexions intellectuelles approfondies. C'est ça notre problème. Donc, Mais un intellectuel qui est affilié à un parti politique, est-ce que c'est un intellectuel qui est complètement objectif quelque part? Est-ce qu'il est pas partial? je pense qu'il y a deux éléments, deux choses de ce côté-là. Il y a son travail d'analyse et de réflexion et de pensée, ça c'est une chose, et il y a son travail de militant, et c'est une chose différente. Donc maintenant, il ne faut pas que sa position dans le parti influe sur sa réflexion qui doit être objective et malheureusement chez nous on a eu souvent cette confusion d'intellectuels portés au nu, jugés comme des gens qui ont fait beaucoup de choses, simplement parce qu'ils sont portés par un parti politique. Alors que quand on examine ce qu'ils ont fait, leur production livresque, leur production intellectuelle, elle est pratiquement très faible ou absente. Donc pour moi, c'est deux choses relativement différentes. Alors aujourd'hui, où sont les intellectuels? S'ils ne sont pas dans les partis politiques, où ils se trouvent essentiellement? Vous savez, un intellectuel n'est pas une espèce à part qui tombe du ciel. Un intellectuel, c'est le produit de l'école. Et je pense que aujourd'hui, dans cette situation, notre élite intellectuelle est affaiblie par la place malheureusement de l'école aujourd'hui qui ne remplit pas son rôle. Donc c'est ça, c'est les intellectuels sont d'abord le produit de l'école. L'excellence de leur pensée vient d'abord de l'excellence de l'école qui les a formés. Et il faut une formation de masse pour qu'on puisse arriver à un certain nombre d'œuvres de qualité. C'est pas en formant quelques individualités que l'on va y parvenir. Aujourd'hui, quand bien même on a envie d'avoir et d'accueillir cette parole d'intellectuel, on est noyé dans l'infobésité. Les réseaux sociaux sont pleins d'infos et de matières, de faux intellectuels aussi. Euh, pour le Marocain lambda, comment faire la part des choses? Comment choisir qui écouter? D'autant plus que certains usent peut-être de certains stratagèmes, de populisme pour toucher la masse. Alors comment le Marocain peut faire la part des choses et comment l'intellectuel peut faire entendre sa parole? On peut, comme font certains, mépriser les réseaux sociaux. Dire Mhm. que c'est du populisme, Mais je pense pas que ce soit la bonne solution. Je pense qu'il faut s'adapter aux réseaux sociaux, mais élever le niveau de pensée, c'est-à-dire écrire, produire, intervenir dans les formats imposés par ces réseaux, mais avoir une production de qualité qui soit et accessible, audible, qui soit donc accessible à la grande masse, même s'il ne faut pas se faire d'illusions, mais au moins ne pas être totalement absent.
Parce que ne pas tourner le dos, parce que c'est trop facile de tourner le dos, mais ça aussi, ça suppose un travail. Ce n'est pas du tout facile. Si Mohamed Neji, on se retrouve actuellement à Mers el Khair, à Temera. C'est un souk. Pourquoi on est là? Ben, il y a plusieurs choses en fait il y a plusieurs choses qui interviennent. Il y a d'abord une question de nostalgie. Dans mon rapport en tant qu'intellectuel à ma société, c'est vraiment en premier lieu de la nostalgie. Pourquoi? Parce que dans mon village, dans ma ville, quand j'étais enfant, le souk était pratiquement au centre de la ville, devant l'école. Donc c'est quelque chose qui faisait partie de façon intégrale, si tu veux, du paysage urbain. On y allait, et c'était un centre de vie où tout se passait pratiquement. Tout, le commerce, le commerce du bétail, le commerce de toutes sortes de marchandises, les différents métiers s'y retrouvent, etc. Maintenant, j'ai demandé à venir ici pour me retrouver un petit peu dans cette ambiance. Mais en même temps, plus j'y pense aujourd'hui avec le temps et avec les études que j'ai faites autour de ma société, plus je me rends compte que je suis un peu dans l'illusion. Parce que le souk aujourd'hui que nous voyons était pratiquement à la limite de Hayr Riyad. Voilà, dans les années 80. Et petit à petit, il a migré. Et il est à chaque fois renvoyé à plus loin, pratiquement pour être relégué dans la campagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour moi que cette image que donne le souk aujourd'hui, c'est une image qui renvoie au passé en fait. Parce que l'activité essentielle, le commerce est devenu sédentaire, la ville est devenue le centre de la vie économique, et donc la campagne est marginalisée. Avant, quand je revois par exemple Souk al-Khamis à Marrakech ou à Fès, ces souks-là, collés à la ville, étaient le lieu de rencontre très dynamique entre la ville et la campagne. Et la campagne était très importante parce que l'économie était d'abord une économie agricole. Petit à petit, aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Et cet éloignement, cet exil, si on veut parler de façon plus poétique, cet exil du souk correspond un peu à la prise de distance de la société ancienne de nos jours. Et donc nous sommes là dans l'illusion. Je me retrouve avec cette ambiance extraordinaire, faite de marchandises, faite de mouvements, d'appels de différentes sortes. Mais en fait, je suis vraiment dans une illusion. Ce n'est plus une réalité. Je m'y retrouve en tant qu'intellectuel, mais en même temps, je me rends compte que je ne suis pas. Ma société n'est pas vraiment celle-là. Ma société réelle qui fait avancer le Maroc aujourd'hui, ce n'est plus celle-là. Les choses ont beaucoup changé. Donc c'est pour ça que il y a en même temps une nostalgie et en même temps une désillusion. Même si je trouve beaucoup de plaisir à être là. Vous avez parlé de société qui fait marcher le Maroc, qui fait avancer le pays. Et vous avez dit que ce n'est pas cette société-là. Mais cette société-là n'est pas peut-être la vraie société du Maroc. Je veux dire, quand je dis qu'il fait marcher le Maroc, c'est-à-dire dans la dynamique qui explique ce qui se passe au Maroc. Je vais vous donner un exemple très simple. Les élections où le PJD avait gagné, ce sont des élections qui ont été, dans le scrutin, été dictées par les villes. Ça veut dire qu'on est passé à une autre logique, la logique ancienne sur laquelle se basait le pouvoir, etc. Avant, a énormément changé. C'est dans ce sens que je dis. Mais en même temps, ça serait faux d'ignorer tout, parce que quand on regarde le souk, on voit comment comment sont régulés un peu les rapports sociaux dans notre pays, puisque ici il y a beaucoup de gens des classes populaires, essentiellement des classes populaires, et on voit à la façon dont ils font leur marché, en voyant les marchandises qui sont en train d'être vendues, on voit que
ça joue quand même un rôle d'amortisseur extraordinaire. Donc nous sommes dans un espace qui est marginalisé, mais aussi avec une population qui représente la partie la moins favorisée de notre pays. Alors justement, où est l'intellectuel dans ces espaces-là? Est-ce que c'est un champ qui est investi par la recherche, par la réflexion des intellectuels? On disait tout à l'heure que vous êtes là par nostalgie, mais est-ce que vous pouvez peut-être venir au souk aussi pour la recherche, pour la réflexion intellectuelle? C'est sûr que le souk représente une partie du paysage social et économique et qu'il faudrait l'analyser, analyser les mécanismes, analyser les fréquentations, le poids économique qu'il représente, etc. Ça, c'est essentiel. Ne serait-ce que pour mieux comprendre comment sont régulés j'ai dit tout à l'heure, les rapports sociaux et comment ça joue un rôle notamment dans la gestion des conflits. C'est-à-dire, on voit ici que le Maroc, quand on voit le niveau de vie d'ici et la façon dont les gens procèdent pour acheter, pour faire leur marché, on voit à quel point c'est important dans la gestion des rapports politiques, que ça joue un rôle. Donc évidemment mais l'intelligence de notre société aujourd'hui passe par d'autres relais, par d'autres mécanismes, pour en saisir la dynamique qui a beaucoup changé, qui a énormément changé. Alors, est-ce que l'espace public en général, en dehors du souk peut-être, est un espace de débat pour l'intellectuel? Oui, bien sûr, l'espace public doit être investi par l'intellectuel. Mais la question est de savoir comment, pourquoi, de quelle façon, etc. C'est ça le problème, parce que beaucoup de gens, en parlant aujourd'hui des intellectuels, disent bon, il y a une trahison des intellectuels ou il y a une absence des intellectuels. D'abord, l'intellectuel, ça se fabrique, ça se produit. C'est une production de l'école, c'est une production de l'éducation, de la formation. C'est pas un phénomène d'individu, c'est un phénomène doit être beaucoup plus massif pour qu'on soit en présence d'un débat. Et autre chose que les gens oublient, les intellectuels qui font leurs recherches sont souvent dans leurs bibliothèques, dans les bibliothèques nationales, dans les lieux d'archives, etc. Pour qu'ils interviennent dans le débat public et sortir de leur espace, il faut qu'ils soient interpellés par leur société. Il faut que la société manifeste le besoin, fasse pression, pose d'une certaine façon des questions. Quand vous voyez, je vais prendre des exemples un peu lointains, mais quand vous voyez Sartre descendre dans la rue, c'était mai 68, c'était une société en plein bouillonnement, en pleine réflexion, c'était une période de changement. Donc, l'intervention de l'intellectuel doit se situer dans un contexte où il est interpellé, où sa parole va être non seulement lui, va être écoutée. Et bienvenue aussi. Bien sûr, absolument. Alors justement, pour recueillir cette parole, le rôle des médias est incontournable. Quel est, selon vous, le rapport qu'a l'intellectuel avec les médias? Est-ce que c'est une relation d'amour, de haine? Est-ce qu'elle est fluctuante? Au Maroc, évidemment. C'est sûr que c'est une relation fluctuante et d'ailleurs la preuve, on peut prendre un certain nombre d'intellectuels qui ne sont pas du tout présents dans les médias, même s'ils ont une production très importante pour l'intelligence de notre société. Les intellectuels qui sont écoutés, on va utiliser ce mot d'une façon un peu approximative, sont des gens qui sont déjà dans des partis, qui sont dans des réseaux, oui, mais les intellectuels qui sont simplement des producteurs d'idées et d'études approfondies sur la société ne le sont pas souvent parce que c'est pas aussi simple. Il faut dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça permet quand même aux intellectuels d'intervenir, même si c'est pas de façon académique, mais
on doit quand même au moins souligner ce côté positif des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on peut faire passer des idées, etc., de façon simple, de façon audible, comme vous disiez tout à l'heure, mais c'est possible. Les médias, je reste assez sceptique parce que il y a une sorte il faudrait qu'il y ait un dégel. Et je crois que il y a des craintes parfois dans les médias officiels qui sont des craintes infondées. C'est-à-dire, je pense aujourd'hui le Maroc est un pays où l'on peut parler et où l'on parle que les autorités le veuillent ou non. On va parler dans les réseaux sociaux, on peut même dire des choses qui ne sont pas toujours justifiables. Et je pense que ça serait intéressant de faire parler les gens, de les écouter, de voir qu'est-ce qu'ils ont à dire sur l'évolution de notre société parce que notre société, aujourd'hui encore, est très peu intelligible parce qu'elle est en changement profond. Ces mécanismes se transforment, ces classes sociales se transforment. On n'est plus dans une société rurale comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une société à majorité urbaine. La femme n'occupe plus le même rang subalterne, même si elle hérite la moitié. Elle est présente à l'école, elle est présente sur la scène publique avec beaucoup d'intelligence et une plus grande intelligence parfois que les hommes. Donc il y a quand même des changements très importants qu'il faudrait pouvoir sonder. Et ce sondage passe par une communication entre les médias et les intellectuels. Si Mohamed Naji, merci beaucoup de nous avoir reçus. Et merci pour cette agréable balade dans Souk Mars El Khair qu'on découvre pour la première fois. C'est partagé. Merci à la prochaine. Au revoir.